Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Donc, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, pour qu'on commence notre webinaire. Donc, si vous m'entendez bien, donc, OK. OK. Donc, pour la caméra, c'est OK? OK, donc, OK, parfait. OK, parfait. Donc, pour le son et la caméra, donc, OK, donc, on peut commencer. Donc, bonsoir. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, on va discuter la blockchain et plus précisément les smart contracts. Donc, si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser dans la partie questions. Donc, c'est mentionné déjà dans le chat. Si vous avez aussi des questions jusqu'à la fin de la présentation ou bien du webinaire, et je vais vous répondre à vos questions. Donc on va commencer maintenant. Donc, on va essayer de discuter sur plusieurs parties dans la blockchain. On va discuter sur la partie théorique et on va finalement faire des petites démonstrations donc, pour voir comment ça marche, la logique des smart contracts. Donc, aujourd'hui, première présentation sur moi. Donc, c'est Souheil. Donc, je suis directeur et fondateur de Crysis. Donc, c'est une startup de cybersécurité et de la blockchain. Je suis aussi un développeur blockchain. J'ai travaillé avec beaucoup de sociétés. Je suis aussi consultant en sécurité de systèmes d'information. Donc, j'ai travaillé avec le secteur bancaire pour faire des audits, que ce soit des audits organisationnels et des audits techniques. Et je suis aussi un membre de WASP. Donc, si quelqu'un veut me contacter, soit par LinkedIn ou bien par email, avec grand plaisir. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on va discuter d'ailleurs sur le concept de la blockchain. Donc, tout le monde entend le mot blockchain, Bitcoin, mais pas tout le monde connaît vraiment c'est quoi ce qui se passe en background. Ensuite, on va discuter sur notre sujet qui est les smart contracts. Et donc, qui dit smart contract dit le langage de développement qui est Solidity. On va discuter un petit peu sur certaines notions. On va pas discuter sur certaines notions, les notions des transactions, la notion du gaz. Et finalement, on va discuter, on va partir sur la partie pratique qui est des démonstrations avec un certain éditeur qui est en ligne, qui est Remix. Donc, pour la blockchain, donc premièrement, c'est quoi une blockchain? Donc, pour vous définir un petit peu la logique de la blockchain, il faut premièrement définir le contexte. Et donc, quand on parle du contexte général et quand on voit le besoin, donc imaginons ou bien supposons par exemple si on est dans une logique d'une application web. Donc, on est dans une logique client-serveur. Donc, par exemple, le client, c'est le navigateur. On a le serveur de l'autre partie, par exemple, un serveur Apache. On a une logique derrière, par exemple, développée par un framework Laravel. Et on a une base de données qui est bien évidemment une base de données centralisée. Donc, bien évidemment, le premier problème ici, c'est cette base de données, on doit le faire confiance. Donc, si les utilisateurs ne font pas confiance à cette base de données, donc ça va causer un problème. Le deuxième problème, c'est un problème très très connu dans la logique ou bien dans les architectures et les systèmes distribués, et c'est le problème du SPOF. Et donc, ce SPOF, c'est le Single Point of Failure. Donc, on a un nœud dans le réseau, et dans ce nœud, on peut par exemple avoir une panne, on peut avoir par exemple un virus ou bien un ransomware qui frappe ce nœud ou bien ce système, et donc tout le système est en risque. Et donc, ces deux problèmes-là, la blockchain vient pour résoudre ces problèmes avec plusieurs problèmes. Donc, bien sûr, la blockchain est venue pour résoudre ce problème et tout en laissant le concept principal, c'est le stockage des données. Et donc, en gros, la blockchain, c'est une base de données, mais une base de données qui est différente des bases de données qu'on connaît, par exemple, des SSDB qu'on connaît, SQL, MySQL et d'autres. Cette base de données, c'est une base de données décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'on dit par décentralisé? Donc, quand on parle sur la décentralisation,
en gros, on a un réseau, donc on a plusieurs nœuds, mais l'autorité, il n'y a pas d'entité centrale qui va valider certaines fonctions, certaines transactions. Et donc, tous les réseaux, bien sûr, bien évidemment, il y aura un consensus qui va être réglé entre les nœuds du réseau. Et à travers ces nœuds, à travers certains process comme le mining, on va valider ces transactions et donc on a une base de données qui est décentralisée dans tous les réseaux. Donc, première chose, c'est quoi les avantages de la blockchain et c'est quoi la préhistorique? Donc, la blockchain, ce mot-là, dans les années 90, il n'y avait pas de blockchain. Mais il y avait certains concepts qui rassemblent la blockchain et certains concepts qui sont très, très cruciaux à l'évolution de la blockchain. Et donc, quand on parle sur certaines notions, on parle par exemple de la cryptographie, donc la naissance de la cryptographie asymétrique. On parle aussi de l'eurodatage. On parle aussi de certains concepts qui sont très, très avancés. Et donc, la première application directe de la blockchain qui est vraiment très, très connue, qui a fait le buzz, c'est le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin, c'est une application directe. Le Bitcoin, c'est une cryptocurrency qui a été créée par une certaine personne intitulée Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou bien un groupe de personnes. Et donc, ce Satoshi est venu avec le principe du proof of work, ou bien la preuve de travail. Et donc, c'est ce concept qui a vraiment révolutionné le monde de la blockchain. Et donc, pour les avantages de la blockchain, c'est simple. Donc, le premier principe, ou bien le premier avantage, c'est la sécurité. Et donc, quand on parle, et quand je dis sécurité, je parle plutôt sur la notion de l'intégrité et non pas la notion de la confidentialité. Pourquoi je dis ça? Donc, parce que quand on parle sur la notion de confidentialité, on est dans un contexte blockchain public, c'est impossible de la faire. Donc, puisque toute chose qui est stockée dans la blockchain, il est transparente. Et donc, tout le monde peut la voir. Donc, quand je dis notion de sécurité, je parle plus intégrité que confidentialité. Donc, toute chose qui est mise dans la blockchain, on ne peut pas la changer. Et donc, il est non répudiable et on peut garantir l'intégrité de ces données. Deuxième chose, c'est la transparence. Et donc, ici, on parle sur confiance du réseau, des utilisateurs. Donc, toute chose qui est dans la blockchain, surtout quand on parle sur le contexte d'une blockchain publique, toute chose, il est transparente et donc on peut voir consulter la liste des transactions, on peut voir les appels fonctions. Donc, dans le contexte, par exemple, de Bitcoin, on peut consulter vraiment la liste des transactions qui ont été faites dès le premier bloc. Troisième chose, c'est l'automatisation. Et donc, l'automatisation, ici, on parle plus sur concept contrat intelligent, bien smart contract. Parce que, puisque tout smart contract, c'est un logiciel prédéfini avec certaines conditions, avec certaines règles, avec certains codes et syntaxes. Et donc, si ces conditions ils sont vérifiées, donc il y a une logique derrière qui s'exécute automatiquement. Et la chose aussi la plus importante, c'est l'autonomie. Donc, puisqu'il n'y a pas, et bien sûr, la blockchain est venue pour supprimer cette centralisation, supprimer cette entité centrale qui va, bien sûr, valider ou bien gérer l'ensemble du système. S'il n'y a pas d'entité centrale, donc le système, il est autonome. Donc, il n'y a pas d'entité qu'on va l'attendre jusqu'à ce qu'il valide nos transactions. Maintenant, on va discuter un petit peu sur les types et j'ai mentionné blockchain public. Donc, j'ai dit que toute blockchain publique, on peut consulter la liste des transactions. Donc, c'est quoi blockchain public et c'est quoi déjà les types de la blockchain? Donc, pour la blockchain, on a deux types. On a une blockchain qui est publique, on a une blockchain qui est privée. Et donc, le concept, c'est le même. Donc, le concept, c'est le même. Le but aussi, c'est le même, mais c'est juste la vision qui est changée. Et donc, pour la blockchain publique, on a certaines particularités, notamment côté sécurité, côté scalabilité, côté accessibilité. Et donc, ce tableau va illustrer ces différences. Pour vous donner un petit peu du contexte, quand on parle par exemple de la blockchain publique, on peut dire le Bitcoin est une blockchain publique, l'Ethereum aussi c'est une blockchain publique. Et donc, en gros, la blockchain publique, c'est quoi? Donc, la blockchain publique,
ça vient de son nom, donc il est public. Et donc, tout le monde peut adhérer ou bien il peut accéder à cette blockchain, adhérer au process du mining, consulter la liste des transactions. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour les blockchains privées, il te faut une autorisation ou bien tu dois être autorisé à adhérer à cette blockchain. Donc, la première différence, c'est côté sécurité. Donc, côté sécurité, pourquoi? Donc, pour la blockchain en général, la force de la blockchain, c'est le nombre d'utilisateurs. D'ailleurs, chaque réseau, sa force, c'est dans le nombre des nœuds qui le contiennent. Donc, c'est une loi très, très connue. Donc, plus il y a de personnes, plus la sécurité il est gérée. Plus qu'il y a un algorithme ou bien un consensus qui va valider ces transactions. Et donc, généralement, ou bien pour les deux blockchains publics qui sont connus, c'est le Bitcoin et l'Ethereum, on utilise le consensus du proof of work, ou bien la preuve de travail. Et donc, ce consensus, il est vraiment connu en son efficacité. Donc, plus il y a des utilisateurs, plus la sécurité est garantie. Par contre, dans la blockchain privée, juste les noms qui sont des nœuds validateurs, et donc qui sont choisis par une entité centrale, bien évidemment, qui ont le droit à autoriser ou bien valider certaines transactions. Donc, dans la blockchain privée, on trouve certains consensus comme le PBFT. Et donc, on trouve plusieurs concepts dans la blockchain privée. Aussi, dans la confidentialité. Donc, pour la confidentialité, si vous avez un problème au niveau confidentialité, la blockchain publique n'est pas adaptée pour vous. Pourquoi? Parce que, imaginons le contexte qu'on est, par exemple, une société ou bien une banque, on a certaines données utilisateurs ou bien certaines données clients, donc on ne peut pas les stocker directement dans une blockchain publique parce que, bien évidemment, tout le monde peut voir ou bien consulter ces données. Donc, ça va causer un problème. Donc, c'est plus orienté blockchain privé que public côté confidentialité. Côté scalabilité, et c'est cette chose qui est très, très importante, c'est le côté scalable. Donc, la blockchain privée, il est plus scalable que la blockchain publique. Et pourquoi cette notion? Bien évidemment, plus il y a le nombre d'utilisateurs, plus le process du mining devient difficile, plus qu'il doit être vraiment un consensus et une synchronisation entre les nœuds du réseau. Et donc, le nombre de transactions qui vont être passées va être bien réduit. Par contre, dans le contexte de la blockchain privée, on n'a pas ce problème. Et donc, pour juste faire une petite différence, dans la blockchain publique, on peut valider ou bien passer de 3 à 7 transactions par seconde. Par contre, dans la blockchain privée, on passe à 1000 transactions par seconde. Et donc, d'ailleurs, c'est la chose qui a poussé Ethereum dans sa nouvelle version à changer aussi d'algorithme, donc ou bien de consensus, et de passer du consensus preuve de travail au principe ou bien au consensus du proof of stake. Je vais aussi discuter un petit peu sur la notion des consensus. Et côté accessibilité, bien évidemment, on a déjà discuté. Donc, bien sûr, la blockchain publique, il est accessible par tout le monde. Par contre, la blockchain privée, il est juste accessible aux personnes qui sont autorisées. Donc, avant de discuter un petit peu sur la logique des smart contracts, je vais parler brièvement des consensus. Et donc, j'ai déjà discuté que la blockchain, c'est une base de données, bien évidemment. Tout le monde peut interagir avec cette base de données, donc bien évidemment lire, mais pas tout le monde peut écrire dans cette blockchain ou bien dans ce ledger. Pourquoi? Parce que on doit valider cette transaction. Et donc, tout le monde peut faire des transactions, mais pour que ces transactions soient stockées dans la blockchain, ils doivent être validées. Et donc, pas quelles personnes ils vont être validées. Et donc, c'est ça où vient le concept des mineurs. Donc, ces mineurs, ce sont des personnes qui sont occupées, leur métier, c'est juste de valider les transactions. Et le process, il s'appelle le mining.
Et donc, le mining, en gros, c'est quoi? Le mining, c'est un process ou bien un process de calcul où tout le monde a pour but de trouver un hash et résoudre un problème cryptographique. C'est de trouver un hash avec un nombre précis de zéros. Et donc, si ce mineur a trouvé ce hash, donc il a le droit de valider un bloc. Et bien sûr, il est récompensé, si on est dans la logique Bitcoin, il est récompensé en Bitcoin. Et donc, au début, on récompensait les mineurs à 50 Bitcoin. Après, il s'est divisé en deux, donc 12,5 Bitcoin. Et ça commence maintenant à petit peu de se diviser cette récompense en deux. Donc, cette récompense, c'est comme un incentive pour que les mineurs valident les blocs. Donc, bien sûr, il y a des sociétés qui sont juste dédiées pour ça. Il y a des cartes ASIC, il y a des machines et des serveurs. Bien, maintenant, on utilise le mining à travers les GPU qui sont juste dédiés pour ce process. Et donc, il existe plusieurs, bien, c'est un grand sujet à propos des mining, mais en gros, le processus du mining, ça vient du consensus utilisé dans le réseau blockchain et dans le cas, comme j'ai mentionné, dans le cas du Bitcoin et d'Ethereum, on utilise le concept du proof of work. Et donc, ce consensus, tu dois bien sûr travailler pour valider les blocs. Il y a d'autres consensus comme le proof of stake, le PBFT, donc il y a plusieurs consensus. Donc maintenant, on passe à notre sujet principal qui est les smart contracts. Donc pour les smart contracts, c'est quoi? Donc l'idée, il est venu à un Russe, donc Vitalik. Et donc ce Vitalik, il a dit pourquoi pas d'élargir la notion de Bitcoin et d'élargir la notion de blockchain et pourquoi pas de passer vers les transactions financières à aller vers un code, bien sûr un code qui est Turing complet et de passer à la décentralisation des programmes informatiques. C'est là que c'est né la notion des smart contracts. Et donc, le concept des contrats traditionnels, donc on a deux parties donc, qui veulent, par exemple, qui sont mis à accord à un contrat. On a une entité centrale ou bien une partie tierce qui va faire valider ce contrat et bien sûr, il va l'exécuter. Ça, c'est pour le contrat traditionnel. Donc, pour le smart contract, c'est le même concept que la blockchain. Donc, il est venu pour supprimer cette décentralisation et donc il n'y a pas de partie tierce. Donc directement les deux parties peuvent régler ce smart contract et le smart contract, et bien évidemment, il est exécuté automatiquement dans le process. Donc maintenant, une petite différence entre le contrat traditionnel et le smart contract. Donc bien sûr, il n'y a pas de partie tierce. Pour l'exécution d'un contrat traditionnel, ça peut durer des jours. Mais pour le smart contract, c'est juste des minutes, donc le temps que les mineurs valident les transactions. Bien sûr, le smart contract, il est automatique. Le process, il est automatique. Et le concept qui est vraiment, qui a révolutionné le monde de la blockchain, c'est la transparence. Donc, smart contract, n'importe personne peut voir les transactions qui ont été faites, voir qui a voté, voir par exemple qui et combien le nombre de votes. Donc, on a plusieurs concepts. Pour la sécurité, dans les smart contracts, on peut assurer la sécurité à travers certains mécanismes, mais certains algorithmes de chiffrement. On trouve aussi la signature. Et pour le coût, bien sûr, le coût, il est vraiment très réduit en le comparant avec les contrats qui sont traditionnels. Donc maintenant, on va parler sur Solidity, qui est le cœur des smart contracts. Et donc, comme j'ai dit, le smart contract, c'est un code, c'est un logiciel, c'est un code, c'est une liste d'instructions. Comme chaque programme informatique ou bien comme n'importe code, il est écrit en un certain langage de programmation. Et donc, ici, dans le monde des smart contracts, on a plusieurs langages de programmation. On a Viper, on a Solidity, on a plusieurs. Mais
le langage qui domine le monde des smart contracts, c'est Solidity. Donc, Solidity, c'est un langage de programmation qui est fait pour créer des contrats intelligents, que ce soit pour les enserts, le financement participatif, le vote, etc., etc. Donc, il y a plusieurs utilisations pour les smart contracts. Et ce langage, il est basé sur ECMAScript. Et donc, quand je dis il est basé sur ECMAScript, donc le syntaxe, ou bien la syntaxe, il est vraiment, il est très intuitif et il rassemble à JavaScript. Donc, pour les développeurs qui sont déjà orientés web et qui maîtrisent le JavaScript, je ne pense pas qu'ils vont trouver des problèmes pour migrer vers les smart contracts. Et donc, aussi pour Solidity, c'est vraiment très intuitif. Certes, il y a des concepts qu'on ne trouve pas dans les langages de programmation classiques, mais c'est vraiment très facile à apprendre. Et bien sûr, puisque Solidity, c'est vraiment très récent, donc il y a toujours des mises à jour, toujours des modifications. Donc, on trouve plusieurs modifications qui sont mises en ligne. Donc, il faut toujours être alerté par ces mises à jour. Donc, maintenant, on va discuter un petit peu sur l'architecture. Donc, bien évidemment, quand on discute sur C, C++, certains langages qui sont bas niveau, il y a une architecture derrière. Aussi, pour Solidity, il y a une architecture, il y a une machine EVM qui va exécuter le code. Et donc, pour Solidity, on a un modèle de pile et on a une mémoire d'instruction qui est de taille de 32 octets. On a aussi une machine EVM. Donc, c'est quoi une machine EVM? En gros, une machine EVM, c'est Ethereum Virtual Machine. C'est comme l'équivalent d'une machine JVM pour Java. Et donc, pour Java, comme vous savez, ça s'exécute dans une machine virtuelle qui s'appelle la JVM. Donc, c'est la même chose pour Solidity. Donc, on a une machine EVM qui va exécuter le code qu'on a mis dedans. Bien évidemment, cette machine EVM, c'est une machine qui est Turing complète. Donc, on peut exécuter toute instruction possible. Donc, on l'appelle une machine Turing complète. On a bien sûr des mémoires. On a certains types de mémoire dans la machine EVM. Et on a un stockage qui est permanent. Donc, ce stockage, c'est celui qu'on écrit dans la blockchain ou bien dans le ledger. Pour la machine EVM, donc pour la machine EVM ou bien pour les caractéristiques de la machine EVM, on a plusieurs caractéristiques, mais ces caractéristiques sont les caractéristiques qui sont les caractéristiques les plus importantes. Donc, la première chose, c'est la simplicité. Donc, pourquoi la machine EVM, il est simple? Donc, quand on parle sur une machine, et surtout sur une machine virtuelle ou bien une machine, ou bien un langage qui est hybride, on parle au niveau des opérations code, ou bien des opcodes. Donc, pour la machine EVM, il existe un nombre limité de codes. Et ces opcodes, ils sont vraiment très optimisés juste pour l'utilisation des smart contracts. Donc, il y a certains opcodes qui sont utilisés pour le hachage, certains opcodes qui sont utilisés pour l'envoi ou bien les transactions. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, plus le bas niveau, il est simple, plus aussi le code qui est au niveau, qui est Solidity, il est très simple. On a aussi la deuxième caractéristique, c'est le déterminisme total. Et donc, ça veut dire quoi le déterminisme total? Donc, vraiment dans la logique des smart contracts, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Donc, il n'y a pas de notion d'aléatoire, il n'y a pas de notion d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que vraiment, la machine EVM, il va exécuter ligne par ligne, instruction par instruction. Et donc, les résultats, ils doivent être complètement déterministes et prédictibles. Et la troisième chose, c'est la spécialisation aux applications attendues. Donc, la machine EVM, il est capable de gérer des adresses, comme j'ai mentionné, de 20 octets. Et il existe certaines notions, certains mécanismes de cryptographie qui sont orientés juste pour la logique des smart contracts. Et pour la sécurité, donc la sécurité, ils ont vraiment bien réfléchi dans la notion de sécurité. Donc, dans la machine EVM, on a une notion de sécurité qui est très avancée. Et donc, on a introduit certaines notions, comme la notion du gaz, pour les opérations, qui va rendre la machine EVM vraiment très difficile pour l'exploiter. Donc, ça, c'est pour la machine EVM.
Maintenant, Ethereum, donc, comme j'ai dit, donc, on a, comme la figure le montre, on a Solidity. Et donc, le langage Solidity, il est compilé en bytecode et ainsi ce bytecode, il est exécuté dans la machine EVM. Donc, c'est comme la logique de la GVM. Donc, ces opcodes, ce sont des instructions qui sont des instructions spéciales avec une taille de 1 octet. Donc, la machine virtuelle Ethereum est Turing complète. Et donc, bien sûr, le code qui est exécuté dans la machine EVM, il n'a pas accès aux autres processus. Donc, vraiment, il y a une isolation totale. Maintenant, on va un petit peu comprendre comment ça se passe derrière. Donc, comme on a dit, on a un réseau on a un ensemble de nœuds dans un réseau Ethereum. Et donc, bien sûr, pour t'envoyer de l'argent ou bien pour transférer de l'Ether, je dois, par exemple, avoir une identité de la personne avec laquelle je dois l'envoyer de l'argent. C'est comme, par exemple, si on a une communication TCP/IP, bien sûr, l'identité ici, c'est l'adresse IP. Si on est dans la couche, par exemple, si on est dans la couche, dans la deuxième couche, on a l'adresse MAC. Et si je veux, par exemple, appeler quelqu'un, je dois avoir un numéro de téléphone. Donc, c'est le même cas pour les réseaux Ethereum. Et donc, pour pour le contexte d'Ethereum, on a la notion des comptes. Donc, chaque personne a un compte ou bien un wallet. Et donc, il a une adresse publique et une adresse privée. Donc, ça vient du concept de la cryptographie asymétrique. Donc, la clé publique, il est connu par tout le monde. Donc, c'est elle que je peux donner aux gens pour qu'ils peuvent, par exemple, m'envoyer de l'argent. Donc, ça s'appelle un compte externe. Donc, c'est un external account. On a aussi, bien sûr, dans le nœud ou bien dans l'ensemble des réseaux Ethereum, il n'existe pas seulement des personnes, mais il existe aussi des smart contracts. Et ces smart contracts, à leur tour, pour les appeler, je dois avoir l'adresse de la smart contract. Donc, la smart contract aussi a une adresse. Donc, à partir de l'adresse du contrat intelligent, on peut appeler le smart contract. Donc, bien évidemment, pour appeler ou bien pour faire certaines transactions ou bien pour appeler certaines fonctions qui sont dans notre code, dans notre smart contract, il faut payer. Donc, bien sûr, il y a certaines opérations comme les opérations de lecture. Donc, on ne paye pas pour la notion ou bien pour les opérations de lecture, mais pour les opérations d'écriture. Donc, imaginons dans un contexte que je veux écrire, par exemple, ou bien enregistrer ou bien stocker une liste des clients ou bien une liste de transactions dans le réseau Ethereum, je dois payer. Donc, c'est une sorte d'un micro-paiement qui est appelé le gaz. Et donc, ce gaz, ça diffère, bien sûr. Si, par exemple, la fonction que je vais appeler, c'est une fonction qui est vraiment lourde en instruction, qui va demander beaucoup d'exécution, donc, je vais payer plus. Et si il n'existe pas plusieurs instructions, donc je vais payer moins cher. Donc, cette notion de gaz, c'est une couche de sécurité qui a été introduite par Vitalik et ainsi son équipe Ethereum. Parce qu'il y avait un problème. Donc, ce problème, c'était, imaginons si je mets une smart contract où il y a une boucle infinie. Donc, toutes les machines du réseau Ethereum, ils vont mettre à exécuter cette boucle infinie. Il va être un déni de service. Donc, tout le monde ne peut pas communiquer avec tout le monde. Donc ça, c'est un problème. Si on a introduit cette notion de gaz, donc pour bien évidemment exécuter une fonction, une boucle infinie, je dois payer un nombre infini de gaz, chose qui est impossible. Maintenant, donc on a déjà discuté sur la logique des smart contracts. On a parlé sur que les contrats intelligents ont leur adresse. On peut envoyer, recevoir de l'Ether sur cette smart contract. Quand on appelle un contrat intelligent, on est l'appelant, donc on peut l'appeler. Bien sûr, chaque smart contract, il a son créateur qui a créé le smart contract. Et donc, on peut aussi gérer un petit peu de la logique au niveau des smart contracts, gérer, par exemple, les privilèges. Donc, si, par exemple, je suis le propriétaire d'une smart contract, je peux, par exemple, exécuter certaines fonctions qu'un utilisateur normal ne peut pas. Mais, ceci est dit, tout le code du smart contract, il est visible par tout le monde. Donc, n'imaginez pas que vous allez, par exemple, introduire un mot de passe ou bien un algorithme que vous estimez qui va être secret. Donc, vous utilisez le concept de security by obscurity.
Et donc, vous dites que, ah bon, par exemple, le smart contract s'est piraté parce que quelqu'un a accès au code. Donc, tout le monde peut accéder au code du smart contract. Tout le monde peut accéder aux variables qui sont transparentes au niveau du contrat intelligent. Donc, maintenant, passons en partie code ou bien partie syntaxe. Donc, pour la structure d'un fichier Solidity, il est vraiment très, très simple et très intuitif. Donc, pour la partie syntaxe, il y a toujours un en-tête. Dans cette en-tête, ou bien en haut du fichier, on va inclure la version du compilateur de Solidity. Et donc, on le mentionne par un pragma Solidity. Dans cet exemple, on a la version 0.4.7. Et on passe à la logique de notre smart contract. Donc, pour bien faire une comparaison, donc les smart contracts, ou bien quand je dis je vais créer une smart contract, c'est comme je vais créer une classe dans un langage de programmation orienté objet. Et donc, c'est la même déclaration. Donc, je mets contrat et je mets le nom de mon contrat. Donc, dans ce contrat, il y a un constructeur, il y a des méthodes, il y a des variables. Donc, il y a plusieurs choses qui sont similaires à la logique de la programmation classique, sauf certaines différences, comme par exemple, si par exemple j'ai déployé un code dans le réseau Ethereum, c'est impossible de changer le code. Donc, si par exemple on a trouvé une vulnérabilité, un bug, donc on ne peut pas le modifier. Donc, il est là bloqué dans la blockchain. Donc, il faut supprimer ce smart contract et faire une autre smart contract. Donc, pour la déclaration des fonctions, on met function, on met le nom, on met les paramètres, si c'est public ou bien private. Et il y a aussi certains mots-clés qu'on va discuter après dans la démonstration. Donc, maintenant, on va passer à la démonstration. Donc, la démonstration, c'est la chose qui est très, très importante pour bien comprendre aussi l'utilité de la smart contract. Donc, dans notre cas, on va voir la démonstration dans l'éditeur en ligne. C'est un éditeur qui est très, très connu, Remix IDE. Et donc, pour le Remix IDE, donc c'est un éditeur qui est en ligne. Et donc, où on peut compiler notre smart contract. On peut voir s'il y a des problèmes, on peut la déployer, ainsi interagir avec cette smart contract. Donc, pour les exemples, pour la démonstration, je vais discuter sur deux démonstrations. Donc, la première démonstration, on va discuter sur un programme de vote. Donc, imaginons dans un contexte que on veut, par exemple, créer une smart contract qui va gérer un vote entre deux personnes. Et donc, pour assurer la transparence du vote et pour assurer aussi la fiabilité, donc on va construire un smart contract où on va définir notre logique. Et chaque personne qui veut voter, il doit aller vers le smart contract et ainsi appeler les fonctions qui sont dans le smart contract. Et ensuite, on va comptabiliser, on va voir qui va gagner le vote. Donc, on va commencer. Donc, je vais passer à la démonstration. Donc, pour le site web, c'est mentionné. Donc, c'est remix.ethereum.org. Donc, vous pouvez accéder directement depuis votre navigateur. Donc, il n'y a pas de logiciel que vous devez installer. Donc, je vais passer directement à la démonstration. Donc, je pense que ok, donc c'est maintenant vous voyez la fenêtre. Donc, c'est mon navigateur, donc c'est Firefox. Donc, le site Remix, quand vous accédez à Remix, donc on remarque qu'il y a plusieurs plugins. Donc, il y a Solidity, il y a Pipeline. Donc, nous, on s'intéresse juste à Solidity. Donc, on va sélectionner Solidity. Donc, quand je clique directement sur Solidity, vous voyez que c'est automatiquement un navbar, c'est affiché. Donc, je peux voir la version du compilateur, le langage aussi, la machine EVM ou bien la version EVM. Et il y a certaines configurations au niveau de la compilation. Donc, il y a le autocompile. Donc, autocompile, je l'active toujours par défaut. Donc, en gros, c'est
je n'ai pas besoin juste quand je finis le code et je clique sur compile, mais automatiquement le code est compilé, donc je peux voir directement s'il y a des erreurs dans mon code pour les fixer. Et on peut voir aussi, on peut aller vers la barre des fichiers, donc ainsi trouver l'ensemble des fichiers. Donc, on peut ici trouver l'ensemble des fichiers. Dans notre exemple, on a juste un seul fichier. Donc, pour créer un autre fichier, donc on clique juste sur le plus et on met, par exemple, le nom, le nom qu'on veut de notre smart contract. L'extension de Solidity, c'est .sol. Et donc, on clique sur OK. Et voilà, notre smart contract, ou bien le fichier s'est créé. Donc, maintenant, on va passer à la logique de la contrainte intelligente. Et donc, première chose qu'on a mentionné, c'est quoi? Donc, première chose, c'est le pragma, ou bien c'est la version. Donc, c'est le pragma Solidity. Et donc, dans lequel on va mentionner la version du compilateur qu'on va utiliser. Donc, on a mentionné qu'on va utiliser la version 0.5.2. Maintenant, on va créer la logique de notre contrat. Donc, pour déclarer un contrat, on écrit contrat et on met le nom du contrat. Donc, par exemple, contrat vote. Donc, c'est la même chose pour la logique des classes. Donc, première chose dans notre contrat, on doit déclarer le nombre ou bien les variables. Et donc, pour les variables, on a, dans la logique de notre code, on a deux variables. Et ces deux variables, ils sont très, très simples. Donc, la première variable va être le vote de la personne, le nombre de votes de la personne 1. Et la deuxième variable, il va présenter le nombre de personnes qui ont voté pour la personne 2. Donc, pour la déclaration, on met uint, donc c'est unsigned integer. Dans la logique smart contract, il n'existe pas de logique de nombre négatif. Donc, on met int, on la déclare comme étant une variable qui est publique. Pour le nom de la variable, on va mettre vote underscore P1. On va mettre la même chose, mais on va déclarer le nombre de votes qui ont été pour la personne numéro 2. Et maintenant, on peut passer à la logique de la logique du vote. Première chose, avant de passer à la logique, donc on va initier ces variables à 0,0. Bien sûr, avant que le vote va commencer, donc ils sont égaux à 0,0. Donc maintenant, pour passer à la logique de la fonction, donc on déclare notre fonction, on met le nom, donc fonction vote, et on met le paramètre. Donc pour le paramètre qu'on va introduire à la fonction, c'est le choix. Donc, c'est un entier qui va être soit 1, soit 2. Donc, si je vote pour la personne numéro 1, donc pour le paramètre choix, ça va être égal à 1 et pour la personne 2, donc ça va être égal à 2. Donc, maintenant, on va vérifier. Donc, on va dire cette logique. Donc, si le choix, il est égal à 1, donc cette variable vote P1 va être incrémentée, donc de 1. Sinon, on va incrémenter le deuxième variable qui est vote P2. Ça va être incrémenté. Et je pense que la logique ici est terminée. Donc, pour la fonction, ça va être une fonction publique. Pour n'importe personne, il peut appeler cette fonction. Donc, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de problème. Donc, la compilation, il s'est bien déroulé. Donc, il n'y a pas de problème dans le code niveau syntaxique. Donc, il faut faire attention un petit peu ici. Donc, on finit toujours notre instruction par une point-virgule. Et donc, maintenant, on peut déployer notre smart contract. Donc, pour déployer, donc, on passe au menu. Donc, on sélectionne Deploy and Run Transaction. Et donc, ici, on a plusieurs paramètres. Donc, on peut choisir notre environnement, soit JavaScript VM, Injected Web3, si Web3 Provider. Donc, pour les expliquer brièvement, donc, Web3 Provider, donc, c'est, imaginons que dans le contexte, j'ai déployé un réseau Ethereum, un réseau blockchain privé, localhost. Donc, je peux ici sélectionner le réseau local, mon réseau local, et ainsi linker cette smart contract avec mon réseau local.
Donc, ça, c'est pour Web3 Provider. Pour la deuxième, c'est Injected Web3. Donc, Injected Web3, c'est quoi exactement? Pour Injected Web3, c'est on installe une extension au niveau de notre navigateur, MetaMask par exemple, et donc on peut directement déployer notre smart contract, soit dans des réseaux qui sont des main networks, ou bien des réseaux qui sont des réseaux de test, juste pour voir les choses, comment ça fonctionne. Et il y a aussi l'environnement JavaScript VM, donc c'est un environnement qui est fait par Remix, et donc il t'offre l'ensemble, bien un déploiement qui est vraiment très très rapide, dans lequel vous pouvez déployer et interagir directement avec votre smart contract, ainsi débugger les transactions. La deuxième chose, ce sont les comptes. Donc, Remix te donne directement plusieurs comptes avec les adresses. Et donc, à travers ces comptes, tu peux interagir directement avec le smart contract. Et bien sûr, il te donne une somme d'argent, donc c'est 100 Ether, mais bien évidemment, cette somme d'argent, c'est juste une somme qui est fictive. Et donc, on n'a pas vraiment 100 Ether, mais c'est juste un réseau de test qui est fictif. Et donc, maintenant, on voit ici notre contract et on a le bouton Deploy. Donc, on clique sur le bouton Deploy pour déployer notre smart contract. Donc, pour vous montrer un petit peu ici, c'est comme le console ou bien c'est le terminal où on va voir l'exécution de notre code ainsi que les transactions. Donc, je clique sur Deploy pour déployer la smart contract. Et comme vous voyez, on a réussi à déployer la smart contract. Et donc, ici, c'est mentionné Creation of Vote Pending. Donc, on peut cliquer pour avoir plus d'informations sur cette transaction, comme le hash de la transaction, l'adresse du contrat. Donc, comme j'ai mentionné, chaque contrat a sa propre adresse. Celui qui a créé le smart contract, vers qui, ou bien on a appelé quelle fonction. Donc, dans la création, ou bien durant la création d'une smart contract, on appelle une fonction par défaut, c'est le constructeur de la smart contract. Et bien sûr, on a d'autres informations qu'on va discuter un petit peu plus tard. Donc, dans le volet Deployed Contract, ici, on peut trouver les contrats qu'on a déployés. Donc, on va sélectionner le vote. Et donc, ici, on trouve l'ensemble des variables et des fonctions qu'on peut appeler dans notre contrat intelligent. Donc, comme déjà mentionné dans le code, on a la fonction vote et les deux variables, donc le nombre de votes de la personne 1 et le nombre de votes de la personne 2. Donc, si, par exemple, on exécute la fonction ou bien la variable vote P1, donc on a ici la transaction qui s'est bien effectuée, bien évidemment. Et ici, on a le return, donc la valeur de cette variable. Donc, bien évidemment, la valeur, c'est 0. On peut aussi indiquer ou bien voir le nombre de votes de personnes pour la deuxième personne. Donc, maintenant, tout est OK. Donc, on peut bien sûr voter. Donc, on a la fonction vote. Et dans cette fonction, on a le paramètre choix. Donc, soit on choisit par exemple le choix 1 ou bien le choix 2 pour voter pour les deux personnes. Donc, par exemple, je choisis le vote 1. Donc, je choisis de voter sur la première personne. Et je clique sur Transact. Et je vois est-ce que tout est bien passé. Donc, ici, on a que la transaction, il est pending. Et ici, on a la transaction, il est bien valide. Et donc, la transaction, bien le statut de la transaction, si c'est bien passé. Bien sûr, le from, c'est la personne qui a appelé la fonction. Donc, si on voit un petit peu plus, donc ici, le compte qu'on utilise, il commence par un 5B3. Et donc, le from aussi, c'est un 5B. Et donc, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Le tout, bien sûr, maintenant, on ne va pas appeler le constructeur du smart contract, mais on va parler sur on va appeler la fonction vote, qui est une fonction inclue dans le contrat vote. Et bien sûr, le input, donc l'entrée ou bien le paramètre qu'on a donné, c'est un entrée ou bien c'est un input qui est codé. Et pour les décoder, on va avoir le résultat 1. C'est notre choix qu'on a mis. Bien sûr, il est mis en hexadécimal, donc c'est un 0x01.
Donc maintenant, c'est parfait pour l'input. Donc on peut vérifier maintenant quand on a voté. Donc on peut vérifier si vraiment le nombre de votes il s'est incrémenté ou pas. Donc si on clique pour une deuxième fois le nombre de variables, donc c'est mentionné ici. Hein, donc effectivement, le nombre de votes s'est incrémenté. Et si on clique sur le nombre de votes de la deuxième personne, c'est 0. Mais ici, on a un petit problème. Donc, on a un petit problème dans ce smart contract. Et pourquoi on a ce petit problème? Donc, je vais illustrer maintenant. Donc, imaginons si pour une deuxième fois, je clique, j'appelle la fonction vote. Et donc, je mis transact. Donc, maintenant, la transaction, il s'est bien passé. Donc, tout est bien. Et je vais consulter le nombre de votes de la première personne. Et donc, il s'est incrémenté. Il est devenu 2. Et donc, c'est un petit peu, il y a une vulnérabilité ou bien il y a une faute logique ici dans la logique de notre contrat intelligent. Et bien évidemment, une personne ne peut pas voter deux fois. Donc, on veut se mettre dans un contexte dont tu as le droit de voter une seule fois. Donc, pour faire cela, on va ajouter certaines conditions, certaines logiques dans notre smart contract. Et donc, pour faire cela, on doit, bien sûr, lors du vote, ou bien quand une personne va voter, il va, bien sûr, on va enregistrer que cette personne a voté. Et quand une deuxième fois il vote, on voit qu'il a déjà voté. Donc, on va lui dire que tu ne peux pas voter. Et donc, pour faire cela, c'est vraiment très, très facile. Donc, on va ajouter certaines conditions, on va ajouter certains variables qui vont stocker le nombre des personnes qui ont voté, qui va stocker celui qui a déjà voté. Donc, le principe est simple. Donc, on va ajouter une troisième variable. Et cette variable, c'est une autre structure, donc c'est un mapping. Donc, un mapping, c'est quoi? Un mapping, c'est comme un dictionnaire pour les personnes qui sont en Python, en JavaScript. Et donc, c'est une structure de données qui est basée sur la logique de clé-valeur. Donc, on a un clé et à partir de cette clé, donc on peut accéder à la valeur à la valeur. Donc on va faire un mapping et donc on va mapper une adresse avec un nombre entier. Donc on va mapper l'adresse de la personne qui a voté avec combien de fois il a voté. Et donc ce mapping va être un mapping public et on va l'appeler voters. Donc maintenant, c'est parfait pour les variables. Maintenant, on va passer à la logique de la fonction de vote. Donc, pour la logique de fonction de vote, première chose, on va vérifier si cette personne a le droit de voter ou pas. Donc, pour vérifier cette logique, on peut faire, bien sûr, le if, mais il y a un mot-clé qui est utilisé dans le langage Solidity, c'est un require. Donc, un require, c'est comme le if. Donc, on met dedans la chose qui doit être valide. Donc, c'est une valeur qui est booléenne. Donc, la chose qu'on va valider, c'est que si on accède, ou bien si on va accéder combien de nombre de fois cette personne a voté, donc ça doit être différent de 1. Donc, si cette personne, il a déjà voté, donc le nombre de votes, il est 1, on doit ne pas l'autoriser. Donc, on va mettre require voters, donc pour accéder à notre dictionnaire, bien à notre mapping voters. Donc maintenant, on doit accéder à la valeur ou bien combien de fois cette personne qui appelle notre fonction, combien de fois il a voté. Donc, pour faire cela, bien sûr, on doit récupérer l'adresse publique de la personne qui a appelé la fonction. Et pour faire cela, il y a un mot-clé qui est utilisé ici dans Solidity, c'est message.sender. Donc, ce message.sender, c'est indirectement, il pointe vers l'adresse de la personne qui a appelé la fonction. Et donc, on va vérifier si cette personne a déjà voté ou pas. Donc, ce nombre doit être différent de 1. Donc, s'il a déjà voté, il n'a pas le droit de voter. Et bien sûr, pour des raisons de débugage et de clarté, on va lui afficher un message « Tu ne peux pas voter ». Donc, tu ne peux pas voter. Donc, maintenant, c'est parfait. Donc, maintenant, on a fait la vérification de la condition du vote. Ensuite, si la personne il a voté,
on doit incrémenter le nombre de votes. Donc, si une deuxième fois, il veut refaire le même process, on va le bloquer. Donc, pour faire ce process, donc, on va accéder à la valeur de voters à travers le voters, ainsi récupérer bien évidemment l'adresse de la personne qui a appelé la fonction à travers le message.sender. Et cette valeur, on va le rendre 1. Donc, vous voyez la logique. Donc, première chose, je vérifie si c'est le mapping ou bien si le nombre de fois que j'ai voté, il est différent de 1, donc par exemple 0. Donc, j'ai le droit de voter. Donc, je peux accéder aux instructions suivantes. Mais si je n'ai pas le droit, donc un message d'erreur, donc la transaction est échouée et on voit un message d'erreur, tu ne peux pas voter. Donc, si tout se passe bien, donc on va insérer notre vote et donc le vote il va être comptabilisé. Donc, le nombre de votes va être incrémenté. Et bien sûr, je vais mettre le mapping ou bien la valeur du nombre de votes que je vais voter, c'est 1. Et donc, si je refais le même process, donc le smart contract va vérifier, il va trouver que le voters message.sender il est égal à 1. Et donc, la condition, il n'est pas vérifiée, et donc je ne peux pas voter, donc la transaction, il échoue. Donc, on peut maintenant vérifier cette logique, vérifier la logique qu'on a implémentée. Et donc, on peut supprimer la smart contract avec cette icône. On va la déployer pour une deuxième fois. OK, donc le même process. Donc, on a ici notre premier compte. On va cliquer sur le bouton Deploy. Et même chose, donc dans notre terminal, on a la transaction qui s'est bien passée. Et on a notre contrat qui est bien déployé. Et donc, même chose, donc on va refaire le même process. Donc, le nombre de votes de la personne 1, c'est 0. Même chose pour la personne 2. Et donc, on va voter pour la première personne, par exemple. Donc, on va indiquer ici 1. Et je clique sur la fonction vote. Donc, la transaction, il s'est bien passée. Donc, je vais vérifier le nombre de personnes. Donc, effectivement, c'est égal à 1. Donc, je zoome un petit peu pour que vous pouvez voir. Donc, c'est égal à 1. Donc, maintenant, on va refaire le même process que j'ai fait pour la logique de la contrat, de l'ancien contrat. Et je vais appeler pour une deuxième fois la fonction vote. Donc, on va voir qu'est-ce qui va passer si on appelle une deuxième fois cette fonction vote. Donc, maintenant, on n'a pas le bon signe que la transaction est valide, mais on a une transaction qui est échouée. Donc, bien sûr, le smart contract va retourner ou bien va te retourner pourquoi ou bien la raison pour laquelle la transaction il s'est échouée. Et donc, ici, c'est montré que tu ne peux pas voter. Donc, bien évidemment, je ne peux pas voter parce que j'ai déjà voté. Et donc, imaginons ou bien on va se poser donc dans un contexte, si une autre personne veut voter, donc il faut juste simplement changer le compte. Et donc, on va passer du premier compte au deuxième compte. Et on va appeler une deuxième fois la fonction vote. Donc, maintenant, on va voter sur la deuxième personne, par exemple. Et on clique sur vote. Donc, la transaction s'est bien passée. On peut voir bien calculer le nombre du vote pour la deuxième personne. Bien évidemment, on a 1. Et si on refait bien sûr le même process, donc on veut voter pour une deuxième fois, c'est impossible. Et donc, vous voyez ici la puissance des contrats intelligents. Vraiment, une certaine exigence. Il faut faire, bien sûr, très attention à certaines conditions. Donc, par exemple, dans le contexte du contrat précédent, si on a déployé dans un réseau Ethereum, donc on ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier, mais il faut vraiment faire attention parce que le contrat ou bien le smart contract est un contrat ou bien il suit le concept, il est immuable et donc quand il est déployé, il est là, il ne peut pas être changé. Donc, ça a été pour la petite démonstration. Donc, il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs utilisations comme l'enchère en vote. Il y a plusieurs notions ici dans Solidity. Certaines philosophies, certains design patterns qui sont vraiment très différents pour un développeur qui développe un langage de développement qui est classique.
Et donc, je pense, je peux passer à la partie questions. Donc, si vous avez certaines questions à poser, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser dans la partie questions. Donc, je vais passer pour répondre à vos questions. Donc, pour la première question, OK. Donc, OK, donc ça bon. Il question, donc bonsoir, c'est quoi le mining? Donc, donc le mining, donc c'est quoi le mining en général? Donc le mining, c'est un process qui est fait par des mineurs, des personnes, bien des machines, bien évidemment. Et leur but, c'est de trouver un hash ou bien de résoudre un problème cryptographique, bien évidemment. Et ce process du mining, ou bien ce process, ou bien ce hash, il est fait pour un mécanisme ou bien une couche de protection de sécurité pour garantir une fiabilité, une sécurité au système blockchain. Et donc, quand on parle un petit peu sur le concept du mining, on le trouve plus dans le consensus proof of work. Et on le trouve plus sur la notion Bitcoin et la cryptocurrency Bitcoin et Ethereum. Et donc, ces mineurs, ils se battent tous pour trouver ce hash, donc avec bien sûr certaines machines qui sont orientées pour, ou bien des machines de calcul qui ont vraiment des grandes capacités, et ils vont calculer ce hash. Et le premier qui va arriver à trouver ce hash, il va valider le bloc, et bien sûr, il est rémunéré pour le bloc. Donc, j'espère que je t'ai répondu à ta question. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, OK, donc, Patrice, il dit que pouvez-vous m'apporter quelques précisions sur le proof of stake et votre avis sur la monétisation. Donc, pour le proof of stake, c'est un consensus. Donc, c'est un consensus comme le consensus proof of work. Donc, c'est un consensus qui a été fait pour résoudre certains problèmes que le proof of work il a. Donc, le premier problème du proof of work, c'est la consommation d'énergie. Donc, imaginez un ensemble de serveurs, un ensemble de machines qui veulent calculer ce hash, donc pour valider les blocs. Donc, c'est vraiment, vraiment une perte. Donc, 100 machines, par exemple, ils se battent et juste une machine va trouver ce hash, il va être rémunéré. Donc, c'est pas pratique et donc, c'est pas scalable aussi. Donc, le consensus proof of stake, il est venu pour dire voilà, donc on va arrêter de faire ce mécanisme, on va préciser certains nœuds qui vont valider ces transactions, bien valider ces blocs. Le problème ici, c'est quoi? Donc, si on choisit ou bien on définit ces nœuds, donc on dit par exemple voilà le nœud A qui va valider les transactions, on va tomber dans un petit problème, c'est le problème de la centralisation. Donc, il y a un nœud central qui va valider les blocs et donc on s'est revenu au problème de centralisation et donc le principe du blockchain il n'est pas réalisé ici. Donc on doit choisir ces nœuds qui vont valider les transactions d'une façon qui est un petit peu aléatoire, un petit peu où il y a un risque de perdre. Donc il doit être un incentive bien évidemment. Donc comment ils ont pensé? Donc ils ont dit voilà donc celui qui veut faire du mining ou bien qui veut valider les blocs, donc il va poser une somme d'argent. Donc il va poser une somme d'argent comme une garantie. Donc, si tu valides les blocs et tu fais les choses légalement et donc tu fais pas de fraude, donc on va te donner, on va te rendre ton argent et on va te récompenser. Et donc, et si tu fais valider des transactions qui sont frauduleuses, donc ce stake ou bien cette somme d'argent, on va le prendre. Donc, le réseau blockchain va le prendre. Et donc, le proof of stake, ça vient de nom. Donc, on pose un stake, on pose une somme d'argent pour qu'on soit sélectionné. Donc, le choix, il est vraiment pas aléatoire. Donc, ça part du principe plus tu payes, plus tu as de probabilité pour que tu sois un nœud validateur. Et donc, on a ici un principe que le riche va être vraiment riche et donc le pauvre, il n'a pas de probabilité pour qu'il soit sélectionné.
Et donc, le proof of stake va résoudre ce problème du consommation d'énergie aussi au niveau scalabilité. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. On passe à d'autres questions. Donc, Patrice, il questionne, mais les frais de transaction ne sont-ils pas remplacés par le coût du minage? Donc, pour le coût du mining, bien sûr, chaque personne va payer ses propres ressources. Donc, il y a, par exemple, il y a quelqu'un qui va faire du mining avec son propre ordinateur. Même chose, même si c'est vraiment impossible de combattre les serveurs et combattre certaines sociétés qui sont juste orientées pour cela. Bien sûr, chaque personne, il va payer sa propre consommation d'énergie et ses propres ressources. Mais les frais de transaction, effectivement, les frais de transaction, ils existent juste au niveau, sont des sortes de micro-paiements. On le voit aussi au niveau des smart contracts, et c'est la notion des gaz dans lesquels je parlais. Et la récompense du mineur, ça vient il est créé à partir de la blockchain. Donc, il est créé à partir, c'est le seul moyen où on peut créer un nombre de bitcoins précis. Ok, donc, question très, très intéressante d'Eric. Donc, comment sont récompensés les mineurs dans la blockchain privée? Donc, pour la blockchain privée, il n'existe pas de notion de mining, donc il n'existe pas de notion de récompense, puisqu'il y a des nœuds qui sont déjà des nœuds validateurs, donc on peut pas, il n'y a pas de coûts qui vont être engendrés par le mining en général. C'est pour cela, c'est vraiment très efficace, la blockchain privée dans un contexte entreprise, dans un contexte métier. Ok, donc on passe à une autre question. Donc, Patrice, il dit que les smart contracts fonctionnent-ils aussi avec le mining? Pour les smart contracts, donc ici on va discuter surtout sur le réseau Ethereum. Donc le mining, Patrice, rappelle-toi bien, le mining, bien le processus du mining, ça vient du principe, du consensus utilisé. Donc quand on discute sur le Bitcoin et Ethereum, le consensus utilisé maintenant, c'est le proof of work. Donc il y a bien sûr le mining, mais dans la version, dans la version d'Ethereum qui va naître, et ils sont en train de migrer vers une nouvelle version d'Ethereum, ils ont changé carrément le consensus. Ils ont migré vers le proof of work, vers le proof of stake, et donc il ne va pas exister cette notion du mining directement avec la notion existante que plusieurs personnes vont se trouver le hash, mais il va être certaines vont être sélectionnées pour qu'ils valident les transactions. Donc, bien sûr, il y a la notion du mining dans les smart contracts maintenant. Ok, je vérifie ce qu'il y a d'autres questions. Donc, Eric, il dit que est-ce qu'on peut installer Ethereum sur un PC, Windows, Linux? Bien, effectivement, on peut la faire. Donc, on peut même faire notre propre réseau RPC, ainsi déployer notre smart contract dans un réseau local, et donc aussi interagir avec ces smart contracts directement à travers notre ordinateur. Mais pour le début, c'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? C'est un autre travail pour comment installer ou bien comment gérer ce réseau, comment faire fonctionner, déployer le smart contract. Donc, c'est tout un travail. Donc, mon conseil, première chose, c'est de comprendre la programmation Solidity, de faire ou bien de comprendre bien le syntaxe, comprendre la logique smart contract. Et ensuite, bien sûr, appliquer cela dans la plateforme Remix. Donc, pas d'installation nécessaire. Directement, tu compiles et tu déploies. Ensuite, bien sûr, puisque tu vas avancer dans Solidity, tu peux aller vers l'infrastructure, comment l'architecture, comment déployer dans ton ordinateur, comment faire des tests unitaires. Donc,
c'est un tas de choses à apprendre. Mais première chose, vraiment apprendre le langage Solidity, l'appliquer sur Remix IDE, et à fur et à mesure, tu vas avancer. Patrice, il dit, c'est une question très très intéressante. Contrat immuable, donc on ne peut pas faire une montée de version. Et donc malheureusement, on ne peut pas faire une montée ou bien une mise à jour ou bien un upgrade. Donc c'est ça ce que j'ai parlé dans la philosophie du smart contract. C'est vraiment différent de la programmation classique. Pourquoi? Donnons un contexte. Par exemple, on a une application de chat ou bien une application ou bien un réseau social développé par PHP ou bien Node.js ou bien un langage de programmation. Et on a trouvé un bug ou bien on a trouvé une vulnérabilité. Et donc, le scénario simple, c'est on trouve la vulnérabilité, on doit la corriger. Donc, on va dans le code, on fixe, par exemple, on filtre les entrées ou bien on fixe le bug et on déploie notre code pour qu'il soit fonctionnel, donc il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte de smart contract, on ne peut pas faire ce process. Pourquoi? Parce que toute chose qui est mise ou bien qui est déployée dans le réseau blockchain, on ne peut pas la changer. Donc, quand je déploie le smart contract, s'il y a un bug dans le smart contract, donc je ne peux rien faire. Donc, le bug ou bien la vulnérabilité, il va rester coincé dans le blockchain. Les pirates, ils peuvent exploiter ce point. Donc, vous voyez, c'est vraiment très difficile à gérer. Bien sûr, il y a certains design patterns qui sont très, très difficiles à gérer, qui peu à peu résout le problème, mais c'est pas vraiment une solution globale, une solution qui est pertinente. Mais ça reste un problème. Donc, le smart contract est immuable. Donc, s'il y a un bug trouvé, donc on ne peut pas le changer. Donc, on doit créer une autre smart contract. C'est ça le problème. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, ok, je pense que ok, donc Patrice, il dit moins il y a de monde, plus de temps on mettra de temps à valider les blocs. Dont le proof of stake, donc le proof of stake est plus long que le proof of work. Eh bien non, c'est le contraire. Le proof of stake est plus rapide que le proof of work. Pourquoi? Dans le proof of stake, on a déjà choisi un certain nombre de nœuds qui vont valider les transactions, contrairement à tous au concept ou bien au consensus du proof of work, parce que tous les nœuds vont vouloir valider les blocs, et donc ça va prendre plus de consommation d'énergie, plus de temps à valider les nœuds. Donc, il n'y a pas de notion de temps relative à la notion de nombre de nœuds. Et pour le proof of stake, c'est plus scalable. Donc, on va aussi, vu scalabilité, et scalabilité va directement impliquer la rapidité des transactions. Donc, le proof of stake est plus rapide que le proof of work. Et on se dit, est-ce que vous avez des questions pour aller plus loin? Est-ce que vous avez des conseils pour aller plus loin? Donc, mon conseil, première chose, c'est de comprendre la notion de la blockchain. Et pour comprendre la notion de la blockchain, tu dois avoir des prérequis. Et pour les prérequis qui sont très, très essentiels, c'est la cryptographie. Donc, la cryptographie, c'est une chose très, très importante. Pourquoi c'est une chose qui est très, très importante? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on maîtrise la blockchain et je ne comprends pas la cryptographie symétrique, la cryptographie asymétrique, c'est quoi une signature numérique? Donc, c'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, que je comprends, par exemple, la sécurité et il ne comprend pas c'est quoi le modèle aussi. Donc, il faut déjà des prérequis. Donc, la cryptographie, c'est très, très essentiel pour comprendre certains mécanismes, que ce soit du chiffrement, que ce soit du hachage. Donc, la cryptographie, c'est très important. C'est la première chose. Ensuite, les systèmes distribués, les systèmes décentralisés, parce que bien sûr, la blockchain, c'est un système qui est décentralisé. Donc, il faut comprendre la notion en gros.
Ensuite, tacler certains problèmes qui sont dans la blockchain, comprendre la blockchain, le protocole, bien la technologie blockchain, les types, les choses qui sont vraiment, vraiment communes. C'est quoi la différence, par exemple, entre un blockchain public, privé? C'est quoi la notion des transactions? C'est quoi la notion des blocs? Pourquoi on ne peut pas modifier dans un bloc? C'est quoi la sécurité dans la blockchain? Ensuite, tu peux aller ou bien t'étaler vers Ethereum et Solidity. Donc, pour le langage Solidity, je pense que tu ne vas pas avoir de problème côté syntaxique, surtout si tu as déjà un background qui est un développeur web. Et donc, tu ne vas pas trouver vraiment de problème au niveau du langage, sauf certains concepts ou bien certains problèmes qui sont introduits dans le langage lui-même. Donc, par exemple, comme j'ai mentionné, dans Solidity, il n'y a pas de logique de nombre négatif, ou bien de nombre à virgule, ou bien de nombre flottante. Donc, si tu as une logique ou bien une logique métier qui s'appuie sur le nombre négatif ou bien sur le nombre à virgule, donc tu dois faire un mécanisme ou bien modifier le code pour qu'il accepte ou bien qu'il introduise cette notion. Ensuite, une fois que tu vas être bien familiarisé avec Solidity, tu peux aller vers soit d'autres langages ou bien aller vers certains concepts qui sont très, très avancés, comme les design patterns, les security patterns, les tests unitaires qui sont vraiment, vraiment très importants dans le concept de la smart contract. Et pourquoi pas passer, quand tu es vraiment au niveau avancé, passer côté architecture, côté stratégie, côté réglementation. Donc, il y a plusieurs problèmes. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, Younes. Ok, donc je pense que j'ai discuté l'ensemble. Dernière question et je finis. Volvic a dit, est-ce qu'on peut utiliser dans la blockchain, est-ce qu'on peut utiliser le blockchain dans le vote électronique? Et bien évidemment, oui, c'est oui. Et dans la démonstration que j'ai démontrée, c'est un vote. Donc, c'est un vote basé sur la logique blockchain, bien sûr la technologie blockchain, et on a pu introduire la notion de smart contract. Donc, je pense que j'ai fini pour les questions. Donc, si vous avez, bien, j'espère que ce webinaire vous a bien introduit à la notion de la blockchain, c'est quoi les smart contracts, comment ça marche, donc comment débuter dans cette notion. Donc, si vous avez des questions précises, vous pouvez soit revoir le webinaire, ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et bien sûr, il y aura plusieurs webinaires qui vont venir pour discuter plus sur la notion des smart contracts. Donc, vous pouvez les consulter, soit dans le site web Alform, ou bien dans la page Facebook. Et pour mon LinkedIn ou bien pour mon email, vous pouvez me contacter, me poser certaines questions, donc avec grand plaisir. J'espère que ce webinaire était vraiment instructif. Et merci.